Alors, ce dont je vais essayer de vous parler, c'est des commémorations napoléoniennes au XXe siècle et de l'attitude des gouvernements français au moment de ces commémorations. Alors, peut-être trois remarques préalables. Première remarque, évidemment, quand je parle de commémoration napoléonienne, je parle de Napoléon Bonaparte, puis Napoléon Ier, mais pas de Napoléon III, qui n'a jamais été commémoré. Il y a évidemment des commémorations privées. Récemment, il y a eu une messe de requiem pour le 150e anniversaire de son décès, mais Napoléon III n'a jamais été honoré, sinon dans un cadre évidemment associatif ou privé, pour des raisons dont vous vous doutez, mais sur lesquelles on pourra revenir si vous le voulez. Deuxième remarque, je me bornerai mon propos pour parler de ceux qui parlent, comme on dit, au nom de la France. Et donc, qui parlent au nom de la France? Les chefs d'État, voire les chefs de gouvernement. Et par effet de remplacement, quand ils ne sont pas disponibles, le ou la ministre qui sera chargé de faire le discours en remplacement du chef de l'État ou du chef de gouvernement. Troisième remarque, alors c'est la plus importante, c'est quand est-ce que l'on va commémorer? En général, évidemment, aux anniversaires, mais je retiendrai uniquement, pour des raisons de simplicité, les centenaires, évidemment les bicentenaires. Et donc, quand vous regardez bien le cours de l'histoire au XXe siècle, quand est-ce qu'on a pu commémorer? Il n'y a guère que 4 ou 5 occasions. La première, par ordre chronologique, c'est le centenaire du décès de Napoléon, 1921. Puis le bicentenaire du décès, 2021. Le bicentenaire de la naissance, c'est 1969, et donc le prochain sera 2069. Et on pourrait ajouter à ces trois dates le bicentenaire, disons ce que Thierry Lane s'appelle le Grand Consulat, c'est-à-dire la période qui va de 1799-1800 jusqu'à la proclamation de l'Empire. Et on peut y intégrer la victoire d'Austerlitz, donc disons, ça concerne donc 2000-2005 pour cette séquence-là. Et donc, si on prend ces 4 moments, donc les 2 bicentenaires de la naissance, du décès, pardon, la naissance plus le Grand Consulat, ça vous donne 4 moments possibles, 4 dates. L'une est sous la Troisième République, c'est en 1921. Le président de la République, on y reviendra, c'est Alexandre Mitterrand. Et 3 commémorations ont lieu sous la Cinquième République, en 1969, sous la présidence de Georges Pompidou. En 2004-2005, c'est une non-commémoration sous la présidence de Jacques Chirac. Et en 2021, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Petite remarque, vous remarquerez au passage que la 4e République a été épargnée par le problème. Elle n'a pas eu à se prononcer puisqu'aucune commémoration ne tombait pendant la durée de son existence. Mais de la même façon, plusieurs présidents n'ont pas été confrontés à cette question. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande n'ont pas eu à se prononcer puisque les commémorations n'intervenaient pas au cours de leur mandat. Donc seuls ont été concernés Alexandre Mitterrand, Georges Pompidou, Emmanuel Macron et Jacques Chirac. Alors s'il fallait, pour terminer cette introduction, donner une qualification, je dirais qu'il y a 2 grands moments commémoratifs. C'est 1921 et 1969, qui sont des commémorations 3 ou 4 étoiles, avec quand même une différence. Le dispositif d'État est le plus fort en 1921, de très loin. On n'a jamais vu ça depuis. En revanche, le consensus est beaucoup plus important en 1969, qui est sans doute l'anniversaire le plus consensuel. Alors, pas complètement, parce que ça n'est jamais totalement, mais qui rassemble autour de la commémoration un spectre politique et idéologique assez large. Et le plus raté, c'est évidemment 2004-2005, où il ne se passe rien, non pas du point de vue de ce que font les associations, les musées, mais du point de vue des autorités de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État Jacques Chirac et son Premier ministre, qui était Dominique de Villepin. Alors, première commémoration, donc je commencerai 1921. C'est donc la première commémoration du décès de Napoléon, 1821-1921. Mais je dirais que c'est le début de ce que j'appellerais la courbe commémorative, qui va monter jusqu'en 1969, redescendre en 2004 et remonter, mais à un niveau, disons, médian, en 2021. Alors, c'est la première commémoration que prennent en charge les autorités de l'État. On est 3 ans après la fin de la Grande Guerre, et je dirais que ceci explique cela. Il n'y a aucun risque de restauration bonapartiste, contrairement au tout début de la Troisième République, où c'était une question en débat. Le prince Victor Napoléon est en exil à Bruxelles. Le parti bonapartiste s'est complètement étiolé.
Il s'est plutôt dispersé dans différentes familles politiques. Le régime républicain est beaucoup plus sûr de lui et il a gagné la guerre. Ce qui est évidemment un élément tout à fait important qui explique cela. Le président Alexandre Mitterrand est un homme qui vient lointainement dans sa jeunesse du socialisme. Après, il est allé très loin vers la droite. Il est le successeur du malheureux Paul Deschanel, qui a été président avant lui, qui a été, je dirais, écarté pour raison de santé mentale. Et il sera président, il sera un des seuls présidents qui devra ne pas achever son mandat pour des raisons politiques, ni maladie ni décès. Il est chassé par une grève de l'Assemblée en 1924. Bon, mais ce n'est pas ce qui nous concerne ici. Le gouvernement, puisqu'on est sous la Troisième République et donc le président du Conseil est bien plus important que le président de la République, c'est Aristide Briand, donc grande figure de la Troisième République, 7 fois chef du gouvernement, un nombre de fois assez incalculable ministre, surtout au Quai d'Orsay, où il a été pratiquement une dizaine d'années sans discontinuer. Et c'est un gouvernement qu'on appelle de bloc national. Je dirais, le bloc national, c'est toutes les droites parlementaires associées aux radicaux. Les radicaux, un parti du centre-gauche, dirait-on aujourd'hui, et un petit parti qui est minuscule, mais qui est une pépinière de ministres, le Parti républicain socialiste, dont Aristide Briand est membre. Donc c'est un gouvernement de coalition qui va soulever de la droite parlementaire jusqu'au centre-gauche, pour être à peu près compréhensible. Alors c'est un centenaire, qui a fait l'objet d'une très forte préparation institutionnelle. 200 personnes ont été associées au comité du centenaire, sous le haut patronage du président de la République, Alexandre Mitterrand, mais c'est le maréchal Foch qui le préside de fait, de façon beaucoup plus assidue, puisqu'il assiste à peu près à toutes les séances du comité du centenaire. Avec lui, on a Édouard Driot, un nom qui ne vous dira rien, mais c'est le fondateur de la première revue d'études historiques sur Napoléon, études napoléoniennes, qui paraît depuis 1912, et il en est le fondateur et, je dirais, le directeur. On a un très vaste programme de commémoration internationale, 2 cérémonies à Varsovie, dans l'une sous la présidence du chef d'État polonais, le maréchal Piłsudski, qui est le fondateur ou le refondateur de la Pologne indépendante. Il y a une à Rome, qui est présidée par le roi d'Italie Victor Emmanuel. Et à Paris, alors à Paris, on a tout un dispositif, une messe à Notre-Dame le 4 mai, en présence de Madame Mitterrand. Séparation de l'Église et de l'État oblige, le président ne s'y rend pas, mais son épouse s'y rend. Le maréchal Foch n'est pas présent, mais la maréchal Foch est là. Pétain n'est pas présent, mais il envoie son épouse. Donc on a quand même, je dirais, une grosse représentation familiale à cette messe. Et puis une quinzaine d'ambassadeurs étrangers. Il y a une conférence à la Sorbonne de la Cour Gaillet, un professeur d'histoire. Et puis on a l'apogée, c'est le 5 mai. Donc on a un défilé militaire sous l'Arc de Triomphe. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a jamais été égalé, précédé par un discours de l'homme dont vous avez la photographie, Louis Barthou, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui est le ministre de la guerre et qui remplace Aristide Briand, qui est en conférence diplomatique à Londres. Donc Briand n'étant pas là, Barthou est chargé de le remplacer et il va prononcer un discours dont je vais vous parler dans quelques instants, en présence du chef de l'État, Mitterrand, des maréchaux Foch, Fayolle et Pétain, qui sont également dans l'assistance. Et le soir, il y a une cérémonie aux Invalides, qui sera conclue là par un autre discours qui clôture la journée, celui du maréchal Foch, président du comité du centenaire, avant qu'une salve de 21 coups de canon soit tirée à 17h49, heure précise du décès de Napoléon, au pont Alexandre III. Donc vous voyez, c'est quand même un dispositif assez impressionnant, puisque les armées y sont associées, il y a 21 coups de canon tirés sur le pont Alexandre III, et on a des discours. Alors, les discours, je dirais, ils sont assez intéressants. Première chose qu'on peut remarquer, dans les discours de Barthou, le ministre de la guerre, comme du maréchal Foch, qui sont à peu près sur la même longueur d'onde, d'abord, Napoléon est dépolitisé. C'est-à-dire que la tradition politique du bonapartisme, qui a été quand même très influente encore à la fin du XIXe siècle, elle est mise de côté. Et comme le dit Barthou, Napoléon n'est plus une tradition politique. Il apparaît désormais comme une gloire nationale, très haute et très grande, et qui appartient à tous. Donc on dépolitise Napoléon, on le sort d'une tradition politique et on en fait une gloire nationale. Deuxième chose qui est intéressante, et là c'est surtout dans le discours de Foch, qu'on ne s'attendrait pas forcément à voir, à s'exprimer ainsi, Foch n'en fait pas un modèle. Il dit en fait, il s'est trompé, il parle de Napoléon, en voulant régler les problèmes politiques par les armes. Et donc le maréchal Foch, dans son discours, dit c'est par les armes qu'il entendait régler le sort des nations, comme si on pouvait faire sortir le bonheur de son peuple
d'une suite nécessaire de victoires, comme si le peuple pouvait vivre de gloire et non de travail. Dans cette tentative, Napoléon sombre, non pour avoir manqué de génie, mais pour avoir tenté l'impossible, pour avoir tenté de plier à ses lois une Europe déjà instruite par ses malheurs, entièrement en armes bientôt et contre lui. Donc Foch en fait un anti-modèle de comportement diplomatique. Il dit c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui en 1921. Je vous rappelle, on est dans un contexte quand même 3 ans après la fin de la Grande Guerre. Et donc Barthou, dans son discours, il revient sur la conjoncture. Il fait un reproche à Napoléon, dont il exalte alors l'œuvre de reconstructeur du pays, le code civil, enfin toutes ces choses-là que vous pouvez imaginer. Mais il dit qu'il s'est laissé berner par la Prusse en 1806. Après la défaite prussienne, il n'a pas contrôlé le désarmement de la Prusse. Et nous, on ne fera pas la même erreur avec l'Allemagne. On contrôlera le désarmement de l'Allemagne, on l'empêchera de se réarmer. C'est le discours donc du ministre de la Guerre en 1921. Et donc les mérites sur lesquels Foch comme Barthou tombent d'accord dans leurs deux discours. Alors évidemment, ils exaltent le génie militaire de Napoléon, mais ils exaltent surtout le reconstructeur du pays et donc l'ensemble de lois, les masses de granit, qui remettent la France d'aplomb entre 1800 et 1805, pour parler court. Voilà, donc des commémorations spectaculaires, mais qui ne sont pas consensuelles. Alors pourquoi elles ne sont pas consensuelles? Parce qu'on a des forces politiques qui n'y participent pas. Alors qu'est-ce qui n'y participe pas? Je dirais des forces qui sont symétriquement opposées. D'un côté, vous avez un mouvement très influent à ce moment-là, l'Action française, qui est un mouvement monarchiste, royaliste, qui a plusieurs députés à la Chambre des députés, dont le numéro 2 du mouvement Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, et le numéro 2 du mouvement derrière Charles Maurras. Daudet est député, d'ailleurs il fait des discours pleins de verve à la Chambre des députés, et donc l'Action française, qui a quand même une grande influence à ce moment-là, dit oui, alors c'est un professeur d'énergie, ça c'est une expression de Maurice Barrès qui est souvent reprise, donc on peut étudier le professeur d'énergie, l'homme qui effectivement insuffle de l'énergie partout où il passe, mais c'est l'homme de la Révolution française, et c'est lui qui a fait l'unité allemande, dont aujourd'hui on a à se confronter à ce problème-là. Sans Napoléon, il n'y aurait pas eu d'unité allemande, ce qui se discute, enfin c'est ce que dit Daudet et Maurras, et donc il est le père de l'unité allemande qui a donc produit la guerre de 1810, la perte de l'Alsace-Lorraine, puis la Première Guerre mondiale, etc., etc. Donc l'Action française ne participe pas au consensus. Deuxième courant qui ne participe pas au consensus, le Parti communiste. Alors, c'est pas une surprise, c'est un parti qui est récent, il a été créé en 1920, on est en 1921, et donc Marcel Cachin, qui est un de ses dirigeants, dit « Je n'ai jamais chargé qu'une seule personne de ma haine, soit maudit ô Napoléon ». Là, c'est loin. Et donc voilà, vous avez un article dans l'Humanité qui effectivement dénonce la commémoration. Idem pour les socialistes. Alors de façon là qui est un peu plus compliquée parce que les socialistes ont participé à l'Union sacrée jusqu'en 1917. Ils ont été membres de tous les gouvernements de guerre jusqu'au dernier, celui de Georges Clemenceau, même si dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont quitté l'Union sacrée en 1917, mais ils y ont participé, ce qui fait que les hommes qui sont au pouvoir du bloc national, beaucoup étaient leurs collègues ministériels pendant la Première Guerre mondiale. Donc je dirais que la condamnation est plus nuancée que celle des communistes, mais on dénonce quand même la glorification malsaine des sanglantes aventures napoléoniennes, dans un registre qui est plutôt sans surprise. Voilà. Donc une commémoration, si on voulait retenir, spectaculaire. C'est la seule qui sera associée à un défilé militaire, à des salves d'honneur tirées au pont Alexandre III, des choses comme ça. Deux discours, le ministre de la Guerre et le maréchal Foch, et un consensus qui n'est pas complet, mais qui couvre quand même un spectre large, puisqu'on va des droites parlementaires, donc qui sont au gouvernement, jusqu'au parti radical, donc jusqu'au centre-gauche. En sont exclus ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite, c'est-à-dire l'Action française, et l'extrême gauche communiste, les socialistes étant plutôt également sur cette position. Alors, deuxième date, 1969. Vous avez reconnu la photographie de Georges Pompidou. Georges Pompidou, président de la République depuis le 15 juin 1969, qui vient d'être élu, dans un contexte où le paysage politique n'est pas du tout le même que le paysage actuel, ni même celui de 1921. La principale force d'opposition, c'est le Parti communiste français, qui a remporté un succès historique à l'élection présidentielle, puisque Jacques Duclos, son candidat, a fait 21,3% des voix. Alors, il ne va pas au deuxième tour, mais il est troisième, avec un très bon résultat. Donc, c'est une force politique absolument conséquente. Les socialistes, avec Gaston Defferre, ont fait 5%. Donc, la principale force d'opposition, c'est le Parti communiste. Mais, si Georges Pompidou va être l'homme de ces commémorations, il faut revenir en arrière et rappeler qu'une cérémonie de cet ordre se prépare des mois à l'avance. Et donc, par conséquent, si vous savez que De Gaulle a démissionné le 27 avril
suite à un référendum perdu et qu'il a fallu organiser une élection présidentielle que Georges Pompidou a remportée, le dispositif avait été prévu du temps de la présidence de De Gaulle. Et donc, d'une certaine façon, tout le calendrier des cérémonies a été préparé par André Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle, dans le gouvernement précédent, qui était celui de Maurice Couve de Murville. Et donc, qu'est-ce qui était prévu dans le dispositif de Gaulle? Un grand discours de De Gaulle aux Invalides le 15 décembre 1969, pour l'anniversaire du retour de la dépouille de Napoléon sous Louis-Philippe aux Invalides. Et l'autre discours, le 15 août, donc anniversaire de la naissance, devait être fait par André Malraux à Ajaccio. Et donc, alors, le départ de Gaulle nous prive de deux grands discours. Un discours de Malraux à Ajaccio, dont on peut imaginer qu'il aurait fait sonner les grandes orgues comme il savait le faire, et un discours de Gaulle aux Invalides qui est effectivement prévu. Et ce qu'on sait aussi, c'est que De Gaulle avait très largement consulté des historiens et académiciens dans un contexte où d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'historiens professionnels qui s'intéressent à Napoléon à ce moment-là. Le seul, c'est le jeune Jean Tullard, qui était très jeune, mais qui était déjà entré à l'université, une trentaine d'années, qui fait partie des gens consultés par Georges Pompidou, qui sera encore consulté par Emmanuel Macron en 2021. Jean Tullard, qui est aujourd'hui nonagénaire, mais qui est toujours dans le dispositif. Voilà. Et donc Pompidou va hériter du dossier, évidemment, quand il arrive à l'Élysée le 15 juin, et il va hériter aussi d'un calendrier commémoratif qui, lui, tourne en dehors des autorités de l'État. Il y a une exposition Napoléon au Grand Palais. Il y a une exposition à Marmottan sur l'Europe napoléonienne. Au musée Fesch à Ajaccio, il y a une exposition sur Napoléon et la famille impériale. Et la première chaîne de télévision diffuse tous les soirs un feuilleton Jean-Roch Coignet, d'après les carnets du capitaine Coignet. Un feuilleton 15 minutes tous les soirs, 19h45 à 20h, sur la première chaîne. Donc on a quand même des choses assez lourdes. Alors, le dispositif avec Georges Pompidou va être simplifié. Il y aura un seul discours à Ajaccio le 15 août, et c'est Georges Pompidou lui-même qui va le faire, et non son ministre de la Culture. Il faut rappeler aussi que c'est le premier déplacement officiel de Georges Pompidou, depuis son intronisation comme président, et c'est sa première sortie de Paris depuis son intronisation. Et donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a préparé la cérémonie par des lectures. Donc là, il y a une photo tirée de l'hebdomadaire L'Express, où on voit Georges Pompidou lire un livre sur Napoléon. C'est un des seuls qui était sur le marché, c'est le Napoléon et l'Empire, qui était paru chez Flammarion, en 2 volumes très richement illustrés. Et c'était à peu près la seule chose sérieuse qui était disponible sur le marché en 1969. Et donc Georges Pompidou, dont on sait que c'était un homme de lecture, l'agrégé de lettres qu'il était, lisait. Donc voilà, donc il prépare en lisant un livre sur Napoléon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du discours de Georges Pompidou? C'est un très long discours. C'est le plus long qui ait jamais été prononcé sur Napoléon. Pour avoir regardé le texte, c'est 7 pages dactylographiées avec des intervalles très serrés. Donc c'est long, ça dure à peu près 35 minutes. C'est le plus long discours jamais prononcé par un chef d'État ou de gouvernement sur Napoléon. Et il est centré non pas sur l'épopée napoléonienne, mais sur l'œuvre institutionnelle. Les 3/4 du discours, pour ne pas dire 90% du discours, sont concentrés sur l'œuvre institutionnelle, où je cite Georges Pompidou, une œuvre qui a littéralement pétri notre pays et nous a légué une nation où tout porte encore sa marque. Et Pompidou termine son discours en saluant celui qui, je cite, a arraché la révolution aux idéologues pour en inscrire les principes au cœur de la société. Et tout le discours est fondé sur un parallèle implicite, mais à certains moments c'est presque explicite, c'est De Gaulle 58-60, Napoléon 1800-1805. Dans les 2 cas, il y a eu une œuvre, une intense activité institutionnelle de reconstitution par décret sur tous les domaines, l'éducation, l'économie, la société, etc. Tout a été fait à une vitesse très rapide en quelques années. Et donc, Napoléon comme De Gaulle sont les reconstructeurs des institutions. Et en fait, donc l'hommage que rend Pompidou à Napoléon, c'est un hommage implicite à Charles de Gaulle, qui, je le rappelle, est toujours en vie le 15 août 1969. Un discours très long, de bonne qualité littéraire, assez diversement accueilli, puisque par exemple la presse locale, Corse Matin, enfin, l'édition Corse de Nice Matin, écrit « Georges Pompidou a voulu jouer à l'universitaire, il a ennuyé ». Bon, j'espère que je ne vous ennuie pas, mais donc voilà. Donc il a fait un discours très long, il a voulu jouer à l'universitaire, il a ennuyé tout le monde. Bon, voilà, alors c'est pas Malraux, Pompidou a fait un discours, mais de bonne tenue. C'est même l'un des meilleurs écrits par un homme politique sur Napoléon, mais bon, il ne joue pas à la carte des grandes orgues. Alors, la particularité du bicentenaire de 69, c'est l'engagement d'un second acteur,
inattendu le Parti communiste français, qui est alors le deuxième parti de France. Il faut rappeler, ce n'est pas le parti de M. Roussel aujourd'hui. Donc on est dans des cadres différents. Son candidat a fait 5 millions de voix au printemps à l'élection présidentielle, Jacques Duclos, et c'est un parti qui alors a tout un système de presse, un quotidien du matin, un quotidien le soir, 5 quotidiens régionaux, et un dispositif éditorial qui irrigue toute la société française. C'est aussi un parti qui a des historiens patentés, qui travaillent pour lui, Émile Tersen, par exemple, professeur de Cagnes à Louis-le-Grand, qui a publié Napoléon en 1959, un livre très apprécié de Maurice Thorez, qui était donc le secrétaire du Parti communiste. Et finalement, quand on lit le bouquin de Tersen, c'est un livre très élogieux pour Napoléon. C'est-à-dire que le Parti communiste a complètement changé sa position par rapport à 1921. Il dit Napoléon a été un facteur décisif du progrès et marteau de la Révolution en Europe. Il a étendu la Révolution à toute l'Europe. Et donc, à leur façon, alors évidemment, tout ça s'est enrobé d'une dialectique que vous pouvez imaginer, mais les communistes français participent à l'hommage. Il y a même un article, alors il y a 4 articles pleine page dans l'Humanité du 8 au 13 août, tous les jours sur une page entière. L'Humanité étant à l'époque sur grand format et pas en format berlinois comme on dit aujourd'hui des formats des quotidiens. Il y a même le 5e jour de commémoration dans l'Humanité, il y a un article assez extraordinaire d'un historien communiste corse qui s'appelle Ange-Marie Filippi Codaccioni, qui là est un éloge absolument extraordinaire, à tel point d'ailleurs qu'il y a le lendemain des lecteurs de l'Humanité qui s'étonnent du ton tellement élogieux quand même de Napoléon dans un quotidien communiste. Mais là, il y a totalement dithyrambique de ce patron de la Fédération communiste corse et candidat au municipal à Ajaccio. Voilà, donc c'est un bicentenaire qui n'est pas complètement consensuel, mais qui l'est quand même d'une façon très différente et peut-être davantage qu'en 1921, puisque si vous bouclez la boucle politique, enfin vous regardez le spectre politique, le bloc au pouvoir c'est le parti gaulliste, donc l'UDR, et ses alliés républicains indépendants, quelques centristes, puis de l'autre côté vous avez le Parti communiste qui fait 21% des voix. Et donc si vous additionnez tout ça, ça vous fait à peu près, si vous regardez une représentation électorale, ça fait les 3/4 de l'électorat français, puisque ce qu'on appelle à l'époque la gauche non communiste, elle est extrêmement faible. Donc du coup, vous avez un spectre politique à peu près important, mais pourtant il y a 2 points noirs qui vont, je dirais, noyer un peu ce bicentenaire. Alors le premier, c'est un effet de conjoncture, c'est que les cérémonies ont lieu en août, et vous savez tous que le 21 juillet a l'Uni Apollo 11 sur la Lune, ce qui fait que toute la presse, pendant un mois, ne va parler que de ça. Et par exemple, dans un journal qui adore rendre compte des cérémonies, avec photos à l'appui, Paris Match, il faudra attendre le 23 août pour voir Paris Match couvrir le voyage présidentiel. Alors que d'habitude, ça sort tout de suite, le reportage photo. Parce que tout est consacré à l'alunissage d'Apollo 11, voilà, ce qui a à peu près se comprendre. Deuxième point droit, vous voyez cette couverture de l'Express, été 69, la face cachée de Napoléon. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une polémique très dure, très rugueuse, menée par un historien qui habite en Suisse, Henri Guillemin, qui est un Français mais qui habite en Suisse, qui a publié un Napoléon tel quel en 1969, qui est un ouvrage extrêmement critique sur Napoléon, et qui a fait 18 émissions qui vulgarisent le livre sur la télévision suisse romande. Et là, c'est une attaque à charge. Napoléon est un imposteur, c'est le chef d'une bande de gangsters, enfin bon, etc., etc. Et donc, si vous regardez la couverture de l'Express, l'Express va rendre compte de ce que prépare Pompidou. La photo que je vous ai passée de Georges Pompidou, elle est tirée de ce numéro, mais vous avez également 4 pages qui sont consacrées aux œuvres d'Henri Guillemin et de la charge extrêmement brutale qui est menée contre Napoléon, à tel point d'ailleurs qu'un dirigeant communiste va s'offusquer et prendre la défense de Napoléon contre Henri Guillemin en disant « Mais comment? On ne parle pas de l'empereur comme ça », ce qui vous montre bien qu'on n'est pas du tout en 1921. Donc c'est un bicentenaire réussi, et je dirais du point de vue de l'effet social, c'est sans doute le bicentenaire peut-être le plus réussi dans une société où bien sûr les moyens de diffusion, télévision, radio, ne sont pas ceux de 1921, où on n'a guère que la presse écrite pour s'informer. La radio existe en 1921, mais il y a très très peu de Français qui ont un récepteur de radio à cette époque-là. Troisième date, alors là ça sera beaucoup plus court, 2002-2005, donc Jacques Chirac, comme vous le savez, est le chef de l'État. Dominique de Villepin est son Premier ministre. Et là, on a un moment de silence de l'État. Silence complet de l'État, rien de la part de Jacques Chirac, rien
de la part de Dominique de Villepin, qui était pourtant connu pour avoir écrit sur la période. Il a fait un livre sur les 100 jours. Il a une collection d'objets napoléoniens chez lui. Alors, est-ce que c'est un silence complet? Pas complètement. Michel Alliot-Marie, qui est la ministre de la Défense, se rend à Austerlitz, mais elle précise qu'elle s'y rend à titre personnel. C'est un voyage privé. Donc elle participe, et elle dit non, c'est à titre privé, je n'engage pas le ministère de la Défense. Alors tous les journalistes tchèques, autrichiens lui disent mais vous êtes là, non, je suis à titre personnel, pour voir des amis. Bon, tout ça c'est un peu ridicule, mais voilà. Il y a une prise d'armes place Vendôme, avec une promotion de Saint-Cyr, mais si le chef d'état-major des armées est présent, si les ambassadeurs américains, russes, européens sont présents, aucun représentant de l'État n'est présent. Aucun ministre, aucun secrétaire d'État. Ce qui est quand même un peu particulier. Et il y a un grand colloque en Sorbonne pour les 200 ans du Code civil. Le garde des Sceaux, Dominique Perben, prononce un discours. Il ne cite que 2 fois Napoléon dans cette affaire. Jean-Louis Debré prononce un discours plus équilibré, mais d'une façon générale, c'est quand même une évocation qui est extrêmement restrictive. Alors, comment l'expliquer? Je dirais qu'il y a 3 raisons. Première raison, c'est, on connaît, sans d'ailleurs pouvoir l'expliquer complètement, mais je ne suis pas son biographe, l'aversion notoire de Jacques Chirac pour la période et pour le personnage de Napoléon. À quoi cela est-il dû? En fait, je n'ai pas d'explication à apporter. C'est une aversion qui est connue, documentée. Jacques Chirac déteste Napoléon, mais aucun élément d'explication n'a été avancé pour en rendre compte. Il y a une raison qui me semble plus importante, c'est le fait qu'on est dans une période où la sensibilité commémorative commence à basculer. Jusque-là, la commémoration célèbre les héros. Alors, le héros peut être militaire, civil, scientifique, tout ce que vous voulez, mais le héros, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour son pays ou pour l'Europe ou pour l'humanité, mais il a fait quelque chose. Et là, on a un air du temps où le héros cède la place à la victime. Le héros devient la victime, qui a été la victime de ceci ou de cela, mais qui donc va être distingué parce qu'il est victime, ou parce qu'elle est victime, et non pas parce qu'il ou elle a fait quelque chose. Et là, c'est quelque chose qui commence à basculer en ce début de siècle. Il y a une troisième raison, c'est l'époque où vous avez l'offensive de groupe mémoriel. Bon, il y a un livre qui sort qui assimile Napoléon à Hitler, avec une photo en couverture, puisque Hitler, dans sa seule visite à Paris en 1940, est allé aux Invalides. Donc il y a une photographie d'Hitler qui regarde le tombeau de Napoléon, et donc elle orne la couverture du livre pour faire un parallèle qui est quand même assez osé, mais donc Napoléon serait un esclavagiste et un génocidaire. Puis il y a une raison peut-être plus importante encore, c'est qu'on est donc hiver 2005, à Austerlitz c'est décembre, et on a un exécutif qui est très affaibli après l'échec du référendum sur la construction européenne en mai, puisque les Français ont répondu non. L'exécutif s'était engagé pour le oui. Donc il est affaibli, et il y a des émeutes en banlieue à l'automne, et donc voilà, ça donne une toile de fond, c'est le mixage des différents facteurs qui explique cela, mais ça reste un bicentenaire non pas raté du point de vue de l'activité éditoriale, c'est-à-dire comme toujours il y a des expositions, il y a des livres, voilà, il y a des choses qui passent, mais du point de vue de l'État, c'est l'angle d'attaque que j'ai choisi ce soir, du point de vue de l'État, non pas rien ne se passe, mais pas grand-chose ne se passe, et en tout cas les 2 plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État et son Premier ministre, ou la ministre de la Défense qui pourrait être associée, sont muets. Aucun des 3 ne parle. Et on arrive donc, dernier épisode, donc 2021, grande exposition à la Villette, grande activité de la Fondation Napoléon qui organise ou soutient 400 événements dans toute la France, publication du livre de Thierry Lenz pour Napoléon, et vous avez un discours d'Emmanuel Macron le 5 mai, qui est intéressant puisque c'est le 2e d'un chef de l'État sur Napoléon. Je vous rappelle qu'en 1921, c'est le ministre de la Guerre Louis Barthou qui avait parlé. Et donc entre Louis Barthou et Emmanuel Macron, il y a eu Georges Pompidou, bien sûr. Et donc le 2e président de la République qui s'exprime, c'est Emmanuel Macron qui fait un discours beaucoup plus succinct. En fait, ça tient sur 2 pages à peu près, et 2 pages avec des intervalles assez larges. C'est pas le discours de Pompidou, mais qui est un discours qui est équilibré, où la presse retient la formule « Napoléon fait partie de nous ». Napoléon est une part de nous. Alors on peut aimer certaines choses, ne pas aimer d'autres, être critique, approuver, mais ça fait partie de notre histoire. Alors je dirais pour conclure,
je dirais, il y a 3 choses qui me paraissent intéressantes. Première chose, c'est que l'état des commémorations, je pense d'abord qu'il est indexé sur l'état général du pays. 1921, vous avez un pays qui est victorieux de la Grande Guerre, avec un régime qui semble solidifié. Il a passé l'épreuve de la guerre. Tout le monde n'a pas réussi comme ça. Et en 1969, les institutions de la Ve République ont passé le cap du départ du général de Gaulle. C'est Georges Pompidou qui prend la suite. Et dans les 2 cas, 21-69, on a des institutions qui semblent solides, un pays qui a un fort rayonnement international, une cohésion qui n'est pas parfaite, mais qui est en tout cas pas, qui est relative, mais qui existe. Et donc, on peut expliquer que ça explique le succès des 2 commémorations de 21 et 69. Mais ce critère n'explique pas 2021, puisque 2021, on peut dire que la présidence d'Emmanuel Macron n'a pas commencé, ne se termine pas plutôt son premier mandat dans le cadre d'un consensus complet. Et donc, on pourrait dire que l'état de la France en 2021 n'est pas extraordinaire. Et pourtant, il y a eu bien un engagement du président de la République pour le faire, même si c'est plus maigre. Alors, il y a une deuxième piste interprétative, c'est effectivement, c'est le rapport des forces politiques de façon différente. Je dirais que de façon générale, mais c'est plus compliqué quand on regarde dans le détail, Napoléon est préféré à droite qu'à gauche. Mais quand on regarde dans le détail, ça dépend des droites. Il y a une droite gaulliste, ou on pourrait appeler néo-bonapartiste, qui valorise la figure. On a une droite libérale, celle qui a été incarnée par Giscard d'Estaing, mais qui n'a jamais été confrontée à ça, qui est beaucoup plus méfiante vis-à-vis du personnage. Quant aux gauches, je dirais que tout dépend de leur rapport à l'histoire nationale. En général, les gauches aiment les périodes révolutionnaires de l'histoire nationale, donc la Révolution évidemment, ou les révolutions du 19e, les Trois Glorieuses, ou la Révolution de 1848, des choses comme ça. Elles ont plus de mal avec Napoléon, mais c'est masqué en 1969 par, d'une part, les échos de la Résistance, parce que 69, on est quand même 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc la réverbération est encore là, les grands acteurs de la Seconde Guerre mondiale sont tous en vie, enfin au moins ceux qui étaient à un échelon immédiatement en dessous de Gaulle. Et donc on a ça qui quand même joue énormément. Et puis on a le positionnement de l'époque du Parti communiste qui se veut quelque part un héritier de Napoléon, étant lui-même un héritier de la Révolution. Voilà, alors l'humanité montre, c'est l'intérêt de l'humanité, on voit la photo de Napoléon qui semble regarder Macron dans les yeux ou l'inverse. Macron va regarder Napoléon dans les yeux, ce qui d'ailleurs, voilà. Et vous avez le titre, Le poison du bonapartisme. Et quand vous comparez l'humanité 2021, d'un parti qui quand même représente plus grand-chose, et l'humanité de 69, c'est vraiment blanc et noir. C'est 2 discours radicalement différents de la part du même parti politique. Et donc, quelque part, si vous creusez cette question, il y a un rapport des gauches à l'histoire nationale qui est une question qui émerge chaque fois qu'on revient sur la question de Napoléon. Et puis il y a une troisième piste que je voudrais ouvrir, c'est la comparaison internationale. Parce que si vous placez en Belgique ou en Italie, le rapport des formations politiques, gauche et droite confondues, n'est pas le même. Par exemple, en Belgique, pour un anniversaire de Waterloo, puisque comme vous le savez, c'est le champ de bataille est sur le sol du Royaume de Belgique, une commémoration juste après la Seconde Guerre mondiale, le président qui était à l'époque un des plus grands partis politiques de Belgique, le Parti socialiste belge, Victor Larocque, refuse de participer à la commémoration de Waterloo en disant « Nous ne fêterons pas la défaite de l'Empire. C'est la victoire des Anglais et des Prussiens, on n'a aucune raison de fêter ça. » Donc, voilà, le rapport des socialistes belges à Napoléon n'est pas le même du tout que celui des socialistes français. Et en Italie, alors au moins dans la région de Florence, que je connais un peu, je dirais que Napoléon est plutôt apprécié comme l'inventeur des 3 couleurs. Hein, le vert, blanc, rouge italien, qui est la réplique du bleu, blanc, rouge français, c'est le drapeau du Royaume d'Italie. C'est là où les 3 couleurs italiennes ont été institutionnalisées pour la première fois. Napoléon a été roi d'Italie et il y a souvent des expositions, alors à part à Venise où il n'est pas très aimé pour des raisons qu'on peut comprendre, mais dans le reste de l'Italie, à Milan, à Florence, dans ces régions-là, même à Naples, je dirais que la période napoléonienne n'a pas laissé un mauvais souvenir et Napoléon est plutôt présenté dans la presse italienne, de gauche, de droite, tout confondu, comme l'homme qui a, je dirais, mis le pied à l'étrier l'unité italienne.
Bon, il a fallu plusieurs décennies avant qu'elle ne se cristallise entre 1960 et 1971, mais 1871, pardon. Mais quelque part, il est plutôt célébré comme ça. Et donc, quand on parle des commémorations napoléoniennes, ce qui serait intéressant de faire, mais ce serait peut-être un autre conférencier à faire, c'est comment Napoléon est-il commémoré dans les principaux pays voisins de la France. On pourrait parler de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l'Espagne, évidemment. Et là, je pense que vous auriez un paysage assez contrasté d'un pays européen à l'autre, avec plutôt des appréciations négatives sans doute en Espagne, cela peut s'expliquer évidemment, des connotations beaucoup plus positives en Belgique, en Italie, voire même aux Pays-Bas, où Louis Bonaparte, roi de Hollande, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais finalement, c'était pas si mal que ça, disent des Néerlandais. Voilà. Donc, il y aurait un tour d'horizon à faire, mais de toute façon, dès l'instant que vous êtes dans la commémoration, il est très rare qu'une commémoration soit consensuelle. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare, surtout quand ça porte sur un personnage aussi clivant que Napoléon Bonaparte. Donc voilà, j'ai essayé de vous éclairer un peu en prenant 4 épisodes de cette histoire un peu tourmentée des commémorations, dont on retiendra qu'il y a eu 2 sommets, 21-69, une demi-teinte 2021 et un ratage complet 2000-2005. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Vergnion. C'est très, très intéressant. Moi, j'ai un souvenir personnel partagé avec d'autres personnes qui sont dans la salle. C'est le 5 décembre 2005, puisque nous étions à Austerlitz. Et à notre grand désarroi, la ville d'Austerlitz, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, qui ne s'appelle pas Austerlitz, avait fait fondre 4 grandes statues en bronze. Une statue de Koutouzov, le russe. Tous ceux qui étaient intervenus pour la bataille d'Austerlitz. Une statue de Bismarck, une statue de Wellington l'anglais et une statue de Napoléon. Et donc nous étions sur place, il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment une commémoration historique très importante. Nous avons inauguré, donc Madame Alliot-Marie a inauguré les statues du russe, de Bismarck et de Wellington. Et Napoléon, la statue, n'a jamais été inaugurée. Elle est encore dans les caves d'Austerlitz. Elle n'a jamais été installée, jamais été mise en place. Donc, à notre grand désarroi, il y a eu des mouvements de foule sur place parce que la France a refusé d'inaugurer la statue de Napoléon, qui est toujours à Austerlitz là-bas, mais jamais inaugurée. Voilà le petit point que je pouvais rajouter. C'était assez impressionnant. Donc, Philippe Cuche était là aussi, donc on était un certain nombre à cette manifestation qui était très intéressante. C'est une de celles qui perdure tous les ans et qui est très très intéressante si vous avez l'occasion d'y aller. Oui.